Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale que nous réalisons à l'occasion du 1er janvier, date de l'anniversaire de l'indépendance nationale. Nous avons avec nous le président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, le professeur Pierre Buteau, l'historien Pierre Buteau. Monsieur Buteau, bonsoir et bonne année. Bonsoir, Monsieur Rothschild François Junior. C'est un plaisir d'être encore une fois sur vos antennes. Alors, est-ce qu'on peut dire que la société se porte bien? Ah, écoutez, je suis fort mal placé pour le dire en tant que président. Mais fort bien placé aussi. On a eu pas mal d'activités. Et par bonheur, l'ancien président, Michel Hector, qui est devenu président d'honneur, nous a laissé un héritage hautement acceptable, sinon assez riche. Et là, maintenant, le travail m'a été d'une grande facilité puisque je suis tout simplement les indications qu'il nous a laissées. Et puis, on ne se porte pas plus mal. Comme on dit, ça pas plus mal. Oui, effectivement, vous avez eu beaucoup d'activités cette année. Notamment, vous avez la question de 1946 qui est revenue sur le tapis cette année. Ah oui, et je dois féliciter les sœurs Perrodin qui nous ont demandé de les accompagner dans ce beau projet, et ça a été le cas. Et ensuite, on a eu aussi avec la fondation Roger Gaillard, Gousti Clara Gaillard-Boucher, la fille de Roger, est membre depuis longtemps de la société, et on a aussi le prix d'histoire. Et on a renoué avec cette vieille tradition qui date de plus d'une vingtaine d'années, et on a eu notre prix d'histoire et de l'ID et sur l'histoire des intellectuels durant la première moitié du 19e siècle. Et tant d'autres activités, et le lancement du texte de Le Glonec sur Vertières. Bon, c'est pas mal. Et on prépare le colloque sur l'occupation américaine. Et c'est l'occasion pour nous de remercier encore une fois nos partenaires qui sont d'une générosité et d'un support vraiment exceptionnel. La Focale, qui nous finance le local, la location du local, très beau local au demeurant. Et puis il y a la Fondation Unibank qui nous a toujours accompagnés et qui finance avec la Focale le prix d'histoire. Alors, Pierre Buteau, aujourd'hui, 1er janvier, donc date de l'anniversaire de l'indépendance nationale. On va essayer de remonter l'histoire, 2 ans après l'indépendance, ces événements qui nous ont conduits à l'indépendance nationale. Toussaint Louverture a été éliminé par les Français. Oui, et ça fait 213 ans déjà, hein? Et c'est 2 siècles plus 13 années. Et Haïti est confronté à une situation difficile, mais c'est le prix à payer pour ce très beau moment qu'on a connu ce 1er janvier 1804. C'est une date fétiche, pas seulement pour Haïti, mais inscrite à jamais dans l'histoire de l'humanité et des temps modernes. Haïti, ce 1er janvier 1804, a rectifié, a apporté des corrections très sérieuses en ce qui a trait à l'orientation des relations humaines. Alors, comme je le dis, on va essayer de remonter l'histoire. Après Toussaint Louverture, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens autour de Toussaint qui ont participé à cette opération? Les Français pensaient que, bon, voilà, en expulsant Toussaint Louverture, en l'envoyant au fort de Joux en France, tout était réglé. Et Toussaint peut-être ne savait pas de quoi il parlait. Et en se débarrassant de moi, et on pense s'être débarrassé du mouvement. Et les racines de la révolution sont profondes et riches. Et peut-être que c'est une leçon d'histoire, parce que l'histoire n'est pas produite par les grands hommes. Elle est produite par des ensembles sociaux, elle est produite par les exigences de l'époque, et les exigences de l'époque de Saint-Domingue. Le temps de Saint-Domingue, comme dit Thibault, c'était la révolution, et c'était surtout la libération des hommes depuis longtemps, sur plusieurs siècles déjà, meurtris par l'esclavage et victimes du racisme. Et Toussaint Louverture a incarné pour un temps, entre 1793 et 1802, ce très beau mouvement, et
Toussaint Louverture a quand même été encadré par de jeunes tels Dessalines et plus tard Christophe et même Pétion, qui ont porté sa parole de libération et qui ont porté aussi ce mouvement. Et les Français pensaient qu'en se débarrassant de Toussaint, après s'être débarrassé d'André Rigaud, ils voulaient se débarrasser de tous les leaders et des grands groupes sociaux qui portaient sur le front quand même cette révolution. Et ils pensaient, en se débarrassant de Toussaint, que c'en était fini avec la révolution. Tout comme après la mort de Boukman le 7 novembre 1791, cette révolution qui a conduit à 1802 date de longtemps. Elle a commencé le 22 août 1791 avec Boukman. Et Boukman, je le dis et je le redirai et je ne cesserai pas de le répéter, c'est que Boukman mérite une place au Champ de Mars, une place première, parce que c'est l'une des plus grandes figures, et je le dis souvent, peut-être l'une des toutes premières et la plus grande, sinon la plus grande de cette très belle histoire de la révolution de Zenomenk. Et il est mort, et les armes à la main, de façon héroïque, d'une bravoure inouïe, le 7 novembre 1791. On pensait, comme pour Toussaint, quand Leclerc l'avait chassé, l'avait déporté, que c'en était fini de la révolution. Et les Français avaient porté au bout d'une pique la tête de Boukman, le chef des brigands. C'est ainsi qu'ils traitaient les révolutionnaires. Eh bien, ces brigands n'ont pas plié le genou et ils ont continué avec le mouvement. C'était le cas aussi pour, justement, en juillet 1803, quand Toussaint et sa famille sont partis sur le Créole pour le fort de Joux. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des membres de l'état-major de Toussaint? Est-ce qu'ils étaient au courant de ce coup réalisé par les Français? Ah, je vous vois venir, M. Rothschild François Junior, parce qu'on a toujours pensé que Dessalines et quelques autres étaient trempés dans cette affaire. Rien de plus faux. En tout cas, j'ai trop de certitudes là. Et la Société d'Histoire m'a appris à tempérer mes certitudes. Mais je sais que, en principe, Toussaint Louverture se sentait, ça foule la psychologie, hors course. Et certains disent que c'était un sacrifice, rien de plus faux. Mais je crois qu'il était fatigué. C'était la fin. Et alors, il s'est quasiment laissé prendre. Un homme aussi perspicace, un homme qui a conduit une révolution sur près de 10 ans à ce sommet, cet homme-là n'aurait pas pu se laisser prendre de façon aussi naïve. Je crois qu'il y avait aussi la fatigue. Une fatigue, c'est-à-dire c'était la fin d'un itinéraire. Mais il savait aussi que les racines étaient profondes. Et par la suite, il y a eu en mai 1802 le traité entre Leclerc et Toussaint Louverture, et l'armée de l'ouverture a incorporé celle de l'armée d'expédition. C'est devenu la coloniale. Et Dessalines, Christophe, Pétion, tous ont été incorporés dans l'armée de Leclerc. Mais des hommes comme Capois la mort, comme Charles Belair, des femmes aussi, Sanit Belair, et aussi des figures plus obscures comme Silla, comme Petit Noël Prieur, ont pris les armes, Sanglaou, et ont dit non à ce qu'on appelle pas question de capituler. Et alors la lutte a redémarré par des chefs plus obscurs et finalement des chefs qu'on ne retrouvera pas au Champ de Mars, mais qui ont forcé et la France, qui donnait dans la terreur avec Leclerc, et qui ont forcé aussi les regradés indigènes de l'armée coloniale à faire défection en novembre 1802, le mois où justement mourait Leclerc. Alors, donc selon vos recherches, il n'y a pas eu de mai, en tout cas, ils n'étaient pas au courant, les lieutenants de Toussaint. C'est des suppositions. C'est ce que linguistes et philosophes aussi appelaient le délire de l'interprétation. Et souvent, chez nous, on délire dans les interprétations, même en ce qui a trait à la politique. Vous voyez bien, on prête à tel président, et telle intention, tel projet, et on bâtit une ligne politique en fonction de cette interprétation qui souvent est très éloignée de la réalité des choses. Et c'est comme ça en histoire. Voilà, on bâtit des interprétations, mais on n'a toujours pas de papier. Et souvent, comme pour les poètes,
disait Ferré, eh bien on demande aux historiens des papiers. Et il n'y a pas de papier. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de papier qu'on ne peut pas faire des suppositions. Mais il faut mettre à l'épreuve ces interprétations. Voilà. Donc avec le départ de Toussaint, les Français, on peut dire qu'ils ont fait un très mauvais calcul. Disons, ils ont fait des bêtises depuis l'envoi de cette expédition. Et au moment où Napoléon préparait cette expédition, il y a des gens, des esprits sages, avoir dit à Napoléon, c'était pas la bonne solution. Naturellement, l'abbé Grégoire et le colonel Vincent, qui a écrit un texte sur le dispositif des forts et dont s'est servi l'ISPAN et tout aussi, tous les grands spécialistes de l'ISPAN. Et le colonel Vincent a écrit un texte très important sur le dispositif défensif de Saint-Domingue. Et il était bien conscient de la réalité des choses et savait que le projet d'expédition n'était pas la bonne réponse à l'évolution de la situation. Mais Napoléon n'a pas écouté et il devait le regretter. Les mémoires de Sainte-Hélène, comme on nous disait quand on était sur les bancs de l'école. Eh bien, voilà, je crois que ça a été cette bêtise. Parce que, en principe, la révolution au moment de l'arrivée de l'expédition était déjà confrontée à un blocage. Et l'expédition allait débloquer la situation. L'expédition est venue pour mettre fin à la révolution et l'expédition aura le résultat contraire puisque ça va raviver la violence et la virulence des combattants de Saint-Domingue et finalement conduire Saint-Domingue à l'indépendance. Mais ça prendra du temps. Et surtout, le projet de l'expédition ou la stratégie appliquée surtout était la stratégie la plus bête qui soit, si je peux la qualifier de la sorte. La plus bête dans la mesure où ils vont mener une politique contraire à l'ensemble des intérêts en place, contraire aux intérêts des affranchis, contraire aux intérêts de leurs alliés colonialistes, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, et bien entendu, contraire aux intérêts des esclaves. Ils vont vouloir rétablir l'esclavage, ils vont vouloir rétablir aussi le commerce exclusif, le commerce essentiellement favorable à la France, à l'exclusion des autres puissances qui étaient déjà en relation commerciale avec Toussaint Louverture. Donc c'était pratiquement une stratégie suicidaire. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de véritable concertation entre Napoléon et notamment les colons qui étaient sur place et Leclerc. Donc il y a eu un problème de concertation. Non, il n'y a pas eu de problème de concertation. Il y a eu tout simplement un problème d'adaptation à l'évolution de la situation. Le schéma est le suivant. Napoléon confie un dossier à son état-major. Leclerc débarque à Saint-Domingue. Et Leclerc est en contact, non pas avec Napoléon directement, mais avec Descrest, le responsable des colonies dans l'administration de Napoléon. Et Descrest envoie à Napoléon les rapports rédigés par Leclerc. Mais Leclerc est conscient qu'il ne peut pas appliquer la politique qu'on lui a assignée. Le rétablissement de l'esclavage, le rétablissement unilatéral du commerce et colonial en faveur de la France. Et maintenant, la situation évolue. On ne pensait pas qu'il y aurait eu une réaction aussi vive de la part des combattants de Saint-Domingue. D'abord, la réaction de Toussaint Louverture. Et Pétion, qui était à bord d'un bateau sur lequel se trouvait l'ensemble des affranchis, était informé d'une chose, qu'on se servait d'eux. Et à peine débarqués à Saint-Domingue, on les enverrait à Madagascar. Mais Pétion était bien conscient d'une chose, connaissant Toussaint, que Toussaint allait réagir. Et au loin, quand Christophe a mis le feu au Cap, il s'est dit, apercevant cette longue fumée de l'incendie, on n'ira pas à Madagascar. Le vieux Toussaint on aura besoin de nous. Alors à partir de ce moment, il y aura de farouches empoignades, notamment la fameuse bataille de la Ravine à Couleuvre en février 1802. Et surtout, cette très belle bataille, l'une des plus belles, peut-être plus belle que celle de Vertières, la bataille de la Crête à Pierrot. Et là, les Français ont perdu pas mal de gens. Au moins, pour 5 des divisions ayant attaqué le Fortin, où se trouvait la Martinière-Magny, au moins par division, ils ont perdu entre 300 et 500 hommes. Leclerc a tué
cette bataille, ou du moins les sacrifices consentis par la Française, les pertes aussi. Et alors Napoléon, après cette bataille, ordonne à Leclerc d'appliquer la politique pour laquelle il était venu. Et cette politique allait mettre le feu aux poudres. Et voilà. Donc il n'y a pas une incompréhension, mais Napoléon était tellement engoncé dans son racisme, il ne pouvait pas comprendre que des nègres pouvaient se révolter de la sorte. Et il disait même à Leclerc, allez, défaites-nous de ces Africains dorés et qu'on n'en parle plus. C'était comme si c'était un dossier qui allait être traité très vite, etc., parce qu'il avait de trop grandes choses à régler en Europe. Voilà. Et c'est ça qui perdra et Napoléon, et Leclerc, et la France. Alors, Pierre Butor, est-ce qu'on peut dire que le départ de Toussaint a été l'élément déclencheur de ce ralliement qui aboutit à l'indépendance nationale? Non, ça prendra du temps. Entre juillet et juillet 1802, le mois du départ de Toussaint Louverture, il faudra attendre au moins 6 mois, entre juin et novembre 1802. Et en août 1802, 10 août 1802, à Plaisance, j'aime bien cette petite ville. Et c'est là que s'étaient retrouvés Pétion et Dessalines qui traquaient les brigands pour la France. Et ils se sont dit, ah, on ne peut pas continuer. Il faut un traité, il faut qu'on oriente le mouvement autrement. Et alors à partir de ce moment, d'abord la révolution qui faisait des avancées énormes, et deuxièmement la terreur imposée par Leclerc qui commençait à aussi s'en prendre aux officiers indigènes. Alors à partir de ce moment, Pétion et Dessalines étaient convaincus d'une chose, il fallait se rallier au camp de la Révolution. Et alors, dès novembre 1802, l'offensive du Haut du Cap, conduite par Clairvaux, par Christophe et par Pétion, frayait la voie à une autre étape du mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire la défection des hauts gradés de l'armée, des hauts gradés indigènes de la coloniale. Et la révolution prenait une autre dimension. Alors Pierre Butor, j'imagine que c'était extrêmement difficile parce qu'ils avaient des intérêts divergents, Pétion, Dessalines, etc. Donc pour aboutir à ce ralliement, ça a été extrêmement compliqué. Comme dit souvent un ami, ça a été ce qu'on appelle une convergence minimum des intérêts contraires. Parce que les intérêts ne sont jamais les mêmes et ces intérêts contraires les porteurs de ces intérêts contraires ont été conscients d'une chose, il fallait l'union, il fallait l'alliance pour mettre fin à la terreur imposée par la France et rompre définitivement avec la France. Pétion était d'accord, Dessalines était profondément marqué par cette histoire et il se radicalisait, et Christophe aussi, tous étaient conscients d'une chose. D'ailleurs, Christophe, au cours d'un repas et d'un dîner, il avait reçu les hauts gradés de l'armée de Leclerc qui étaient venus parlementer, et il avait averti que, écoutez, vous ne pourrez jamais ramener l'esclave, vous ne pourrez jamais ramener la population nègre de Saint-Domingue dans l'esclavage. C'est fini. Et alors, c'était la fin. Alors, Pétion, comment il a pu convaincre les affranchis comme lui? Vous savez, à chaque moment de l'histoire, de la grande histoire, de l'histoire des révolutions, il y a des hommes qui ont une profonde intelligence des choses qui se passent. Ça a été le cas de Dessalines à partir de 1802. Ça a été le cas aussi de Pétion. Pétion a clairement vu, et avec une lucidité exceptionnelle, qu'il fallait l'indépendance. Et alors, à partir de ce moment, il a pu convaincre tous ses proches, mais non sans mal. Et c'est lui qui a accompagné Dessalines et dans le sud, au camp Gérard, pour convaincre les autres, dont Geffrard, qu'il fallait l'union de tous pour rompre avec la France, parce que la France aussi, il y a eu des sacrifices. Et dans tous les milieux sociaux de Saint-Domingue, dans les milieux indigènes, la mort d'Henriette Saint-Marc et les atrocités de Rochambeau contre les nègres, alors finalement, on n'en pouvait plus.
Donc tout le monde se sentait un peu menacé. Voilà, il faut faire l'union contre les Français. L'union contre les Français, non sans mal, comme on se l'était dit, parce qu'il y avait aussi les indépendantistes. Les indépendantistes, c'est un profil guerrier assez bizarre, et politique et historique. Quand l'armée française est arrivée, ils étaient contre l'ouverture et les proches de l'ouverture, ils se sont ralliés à la France. Quand Toussaint a capitulé, ils ont rompu avec la France et ont conduit Saint-Domingue déjà vers l'indépendance. Et finalement, l'union qui s'est effectuée entre les deux grands groupes sociaux, les anciens libres et les nouveaux libres, eh bien les indépendantistes s'est trouvé en porte-à-faux et ils voulaient rompre encore une fois avec l'armée indigène et porter l'estocade contre l'armée indigène. Il a fallu ou s'allier les principaux chefs ou encore les éliminer. Et Pétion a joué un très grand rôle, non pas dans l'élimination, mais dans les tractations. Et Christophe, avec sa rudesse ordinaire, Dessalines, se sont chargés autrement d'éliminer, de neutraliser ces forces contraires à ce mouvement qui nous conduisait vers l'indépendance. Alors, la grande question que l'on se pose toujours, comment une armée indigène a pu-t-elle mettre KO l'armée expéditionnaire française, très bien pourvue, pleine de militaires, plein d'équipements? On se pose toujours la question, Pierre Buteau. Le nombre, la préparation aussi. Les hommes qui dirigeaient l'armée de libération, c'était des hommes techniquement préparés. Dessalines a passé plus d'une quinzaine d'années à lutter aux côtés de Toussaint Louverture. André Rigaud, Pétion étaient des gens préparés, même si Rigaud était parti depuis le 29 mars 1802, déporté bien avant Toussaint. Et puis c'était des hommes techniquement préparés, militairement préparés. Toute l'armée n'était pas préparée, mais le gros des troupes qui étaient placées sous l'autorité de Toussaint Louverture depuis 1793, connaissait ce qu'on appelle, avait acquis une expérience de la technique militaire conventionnelle. Et puis, il faut dire les paradoxes de la politique de Napoléon. Le consensus trouvé en mars 1802, après la paix d'Amiens, entre l'Angleterre et la France, et le modus vivendi entre les États-Unis et la France avait été rompu. Et l'Angleterre avait établi un blocus. L'armée française était totalement isolée à Saint-Domingue. Mais deuxièmement, outre l'isolement, ils étaient victimes des graves secousses, des graves coups portés par l'armée révolutionnaire. Et il y a eu de très grandes batailles. La bataille d'Écailles, la bataille de Léogane, et puis la grande bataille de Port-au-Prince en octobre 1803, qui allait permettre de préparer tranquillement, sereinement, la bataille de Vertières. Voilà. Et l'armée de Rochambeau, depuis la mort de Leclerc, c'est Rochambeau qui dirigeait, avait abandonné les villes côtières et s'était retrouvé et regroupé au Cap en attendant l'arrivée de nouvelles forces qui tardaient à arriver et Vertières était tout près. Et alors, ça allait être la grande bataille. C'est une bataille qu'il faudrait décrire. Hein. On va le faire. Alors, l'autre élément déclencheur, la création du drapeau, Pierre Buteau. C'est tout... là encore, il y a des controverses. Et au fait, c'est les grandes légendes qui nourrissent les grandes épopées. Il y a la légende... Enfin, il y a la cérémonie du bois caïman, et dont on questionne le lieu, la date. Ça va. C'est des mythes fondateurs ou des mythes vrais. Voyez, et puis il y a eu la création du drapeau à l'Arcaillet, c'est encore une légende de la République, et que le drapeau cousu après qu'on eut arraché la bande blanche du drapeau tricolore pour faire comprendre aux indigènes, on disait aux indigènes qu'ils luttaient pas pour l'indépendance, ils n'avaient pas de drapeau, et puis la légende, on avait arraché la bande blanche, et puis ensuite Catherine Flon avec sa longue chevelure avait tissé le drapeau. Mais c'est beau, hein, tout ça, mais c'est une plaisante légende, ça va. Et il y avait plusieurs drapeaux, au fait. Il y avait plusieurs drapeaux, et le drapeau bleu et rouge allait être consacré définitivement avec l'avènement de la République avec l'initiative de Pétion en 1807, et consacré définitivement
à la mort de Christophe et avec le triomphe des idées républicaines. Mais avant, à Vertières, on ne peut pas savoir quel drapeau il y avait. Il y avait plusieurs couleurs de drapeaux. Il y avait le bleu et relevant de signes kabbalistiques. Il y avait le noir et des Africains. Il y avait le bleu et le rouge, bien sûr, des républicains. Il y avait le noir et le rouge aussi. Il y avait le rouge lors de la grande bataille de la Crête-à-Pierrot, c'était le rouge qui avait. C'est le signe de Papa Ogou. Vous voyez bien, ça va faire plaisir à nos vaudouisants. Donc ça veut dire que vraiment, comme vous dites, c'est une légende. Et là, on n'arrive pas à s'entendre. Est-ce que le drapeau était rouge et bleu? Est-ce que le drapeau était noir et rouge? Même après 1804, on ne s'entendait pas sur la couleur du drapeau. C'est avec la constitution impériale du 20 mai 1805 qu'on aura le drapeau noir et rouge. Ce sera le premier drapeau officiel de l'État haïtien. Et c'est par la suite que les luttes politiques vont finalement consacrer le bleu et le rouge, que nous vénérons aujourd'hui encore. Oui, ça a été fait en reprise de 86 avec le départ des Duvalier. Avec le départ des Duvalier. Voilà. Parce qu'en avant, c'était le noir et rouge. En avant, c'était le noir et le rouge parce que Duvalier avait une connexion avec l'Haïti du 19e siècle et était dans la même ligne que Christophe, que Soulouk, que relativement du côté de Dessalines aussi, mais c'est pas réellement le cas. Vous voyez bien. Et il avait institué avec la présidence à vie et les couleurs noir et rouge. Ça va. Et puis avec la chute de la dictature, et comme pour la chute de Soulouk, on est revenu avec les couleurs bleu et rouge. Sous Soulouk, c'était également le noir et rouge. Le noir et le rouge. Mais les couleurs de la République, et nous sommes sous l'autorité de la République, c'est le bleu et le rouge. Donc on peut dire que sous Dessalines, pendant l'époque de Dessalines, donc le premier drapeau officiel, c'est le drapeau noir et le noir et le rouge. Mais à partir de la Constitution impériale du 20 mai 1805, pas avant. Entre 1804 et 1805, il y avait plusieurs couleurs de drapeaux. Et surtout, les drapeaux les plus fréquents, c'était le noir et le rouge, et le bleu et le rouge. Alors, parlons un peu des différentes batailles qui ont conduit à l'indépendance nationale. La bataille de la Ravine à Couleuvre. À la bataille de la Ravine à Couleuvre, a opposé Toussaint Louverture à Rochambeau. C'était bien avant la déportation de Toussaint Louverture. C'était une belle bataille. La Ravine à Couleuvre, c'est un long couloir de 16 km. Et là, les troupes ne pouvaient que s'affronter. Et là, Toussaint Louverture était en face de Rochambeau. Et ça aurait été une gloire immortelle pour un officier de l'armée française de capturer Toussaint Louverture. Et c'était l'objectif de Rochambeau. Mais ça n'a pas été le cas. Mais c'était une belle empoignade qui a duré plus de 6 heures de temps. Et puis ensuite, il y a eu d'autres batailles. Il y a eu la bataille de Saint-Marc entre Dessalines et Valbrègue. Après la Ravine à Couleuvre, ce qui a sauvé en partie Toussaint Louverture, puisque c'est cette bataille qui a permis à Toussaint de ne pas être pris en tenaille par les troupes de Leclerc, qui depuis la campagne de février 1802 avaient voulu fermer et Toussaint Louverture dans une pince. D'accord. Et puis ensuite, il y a eu les grandes batailles des Trois-Rivières de Maurepas, Maurepas c'était un soldat extraordinaire, qui a vaincu au cours de cette bataille-là au moins 3 généraux français, Debelle, Humbert et un autre. Ça va. Et puis la bataille de la Crête-à-Pierrot, 20 jours. Et entre le 4 et le 24 mars 1802. Et c'est après cette bataille que Dessalines a compris que c'était l'indépendance qu'il fallait. Et c'est après cette bataille que les Français finalement se sont rendus compte d'une chose. Ils ne combattaient pas une race d'Africains, et ils combattaient une race d'Africains supérieure. Et c'est depuis ce constat de Leclerc que nous autres Haïtiens, pendant tout le 19e siècle, nous avons pensé être supérieurs aux autres Africains. C'est pas le cas du tout. Alors effectivement, la bataille de la Crête-à-Pierrot, c'est incroyable la résistance affichée par l'armée indigène à cette époque-là. Il y avait 2 types de stratégies, plus du moins de tactiques ici. Je ne suis pas trop porté vers les techniques militaires, mais
C'était la guerre de mouvement et la guerre de position. La guerre de position, c'est une bataille classique. La bataille de Vertières, ça va être une bataille de position. Tandis que la bataille de la Crête-à-Pierrot est à la fois de position et de mouvement. Et Toussaint Louverture ramenait les troupes du côté de la petite rivière de l'Artibonite et Dessalines les portait vers le Fortin au loin. Et une fois arrivé devant le Fortin, Dessalines plongeait dans un gouffre qu'on avait préparé à dessein, mais on ne pouvait pas s'en rendre compte. Et Dessalines plongeait avec ses troupes dans le fossé, et alors la Crête pouvait envoyer les boulets. Alors à partir de ce moment, c'était le carnage. Et c'est Leclerc qui a très vite compris le manège et s'est dit, mais comment ils ont pu penser ça? Mais après, il a fallu battre en retraite. C'était un siège. Et pendant 20 jours, ils n'ont pas mangé. Il n'y avait plus d'eau. Et ils mâchonnaient souvent du plomb pour tromper leur soif. Et alors, Dessalines les a invités à évacuer le fort. Et ça a été une retraite formidable. Et Pamphile Delacroix en parle dans les mémoires pour servir à la Révolution de Saint-Domingue. La manœuvre qu'aux a tenté et la Martinière contre nos troupes constitue à elle seule une épopée. Ils ont foncé sur notre flanc droit. Ils ont fait semblant de percer notre flanc droit. Et toute l'armée française s'est portée vers le flanc droit. Et à peine notre front gauche dégarni, ils se sont cabrés vers le front gauche. Et ils nous ont laissé leurs blessés et leurs cadavres. Chapeau. Alors Pierre Buteau, après on a eu quand même pendant toute cette période donc les Français, donc, on peut dire de défaite en défaite, je peux m'exprimer ainsi. Et puis il y a eu Vertières. De défaite, la dernière grande bataille, la plus terrible, a été la bataille de Port-au-Prince, où coordonné par Dessalines, bien entendu, le El Comandante, le leader Maximo, et puis secondé par Pétion. Et ça a été une belle bataille, une très belle bataille qui a pris fin à la Saline. Et le colonel français d'une 60aine d'années, on était vieux à cette époque, Lux, eh bien s'est défendu avec acharnement et Dessalines lui a rendu hommage. Lux, j'ai tout fait pour vous abattre, mais la chance a été de votre côté. Ça aurait été terrible pour l'armée française de perdre un soldat tel que vous. Chapeau. Donc il y a eu vraiment, on a pu galvaniser les troupes locales contre l'armée française pour conquérir Port-au-Prince qui allait devenir la capitale. On n'a même pas eu besoin de galvaniser ces troupes. Ils étaient déjà aguerris et portés vers la liberté. Seulement la liberté comptait. Seule la liberté comptait. Alors à partir de ce moment, après cette bataille, en octobre 1803, on pouvait préparer la grande bataille de Vertières. Et Dessalines, après avoir fait reposer les troupes, d'accord, confié à Geffrard les troupes du sud. Geffrard devait monter vers Vertières, mais il y a eu un mouvement de révolte du côté de la France et Geffrard a dû rester sur ordre de Dessalines. Et Pétion, qui s'était porté malade, il était peut-être malade parce que à l'époque, les conditions étaient difficiles. Et finalement, on a préparé Vertières. Il y a eu une revue de troupes au Limbé, là où justement il y a eu Macandal, Dufresne, et puis arrivé au Morne Rouge, il y a eu encore une revue d'effectifs et on pouvait préparer la grande bataille du 18 novembre 1803, la dernière, l'une des plus importantes dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des temps modernes. Et c'est Dessalines lui-même qui a conçu le plan de cette bataille. Et je disais tout récemment lors d'une conférence, et Le Glonec a exhumé aussi les vieux papiers de l'Académie militaire d'Haïti, où en 1953, on avait reproduit le schéma de la bataille. Mais il y avait 3000 Français contre plus de 15 000 Haïtiens. Déjà des Haïtiens. Et alors, Rochambeau pensait que c'était impensable et impossible de s'attaquer à Vertières. Vertières n'était pas véritablement un fortin. On l'avait, en principe, édifié en fortin, mais tout autour, il y avait ce qu'on appelle un système défensif. Du côté de l'Est,
jusqu'à l'extrême ouest, il y avait toute une batterie, et Fort Michel, Fort Breda, qui encadrait et enserrait Vertières. Et Vertières était devenu inexpugnable. Et puis il y avait la butte Charrier, qui était presque du niveau en termes d'altitude à Vertières. Et Auchambault était tellement quiet et serein, il pensait que c'était d'abord impossible de s'en prendre à Vertières. Et deuxièmement, de s'en prendre à la butte Charrier. La Charrier, c'était une ancienne habitation. Et justement, Dessalines a été, au cours de la bataille, il s'est dit, mais il faut qu'on prenne la butte. Si on ne prend pas la butte, on risque de perdre la journée. Et la bataille, et peut-être même la guerre. Je veux la butte. Et la bataille a commencé à 6 heures du matin et prendra fin à 6 heures du soir sous la pluie. Et la veille, Dessalines avait envoyé Romain et Christophe et contourner le fort d'Estaing et canarder avec son artillerie. Et Christophe aimait bien utiliser l'artillerie. Pas grand, il n'était pas un grand combattant et pas un grand stratège, mais c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un logisticien. Et au petit matin du 18 novembre, Christophe a commencé à bombarder Vertières. Et alors, Dessalines à 6 heures du matin donne l'assaut. Et c'était Vertières, la crête à Pierrot et tous les sacrifices consentis. Et à 10 heures du matin, les baïonnettes de l'armée indigène luisaient sur la butte Charrier, conduite par... Capois était devant Vertières, mais il y avait Jacques Clairvaux, il y avait aussi Gabard, un jeune ami mulâtre de Dessalines, et c'est Dessalines qui lui avait dit, il nous faut prendre la butte. Mais ça va pas être impossible. Gabard, débrouille-toi, on prend la butte. Et la butte, à 10 heures du matin, était en principe sous contrôle de l'armée indigène. Est-ce que c'est un mythe, l'histoire de Capois, c'est affaire de cheval? C'est pas un mythe, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe parce que pas mal, la meilleure façon de vérifier et de transformer les mythes en réalité, c'est la confrontation, les extrapolations, confronter les documents. Et tous les textes français, Métral et les récits de certains officiers, et tout ça, les confrontant, on arrive à dégager la vérité. Capois était un soldat magnifique. Il est mort dans des conditions tristes et justement victime de la violence bestiale de Christophe. Cela n'enlève rien à la dimension politique de Christophe, mais Christophe, c'était pas beau. À limonade. Romain était du coup aussi. Et Capois est mort en brave. Allez, faites votre travail, parce que à votre place, moi, j'étais venu pour vous éliminer. Mais pas comme vous le faites, pas comme des lâches. Allez, faites votre travail. C'est un brave. Alors, après la victoire de Vertières, donc c'était fait pour les Français, c'était cuit pour les Français, et ça a été la reddition. La reddition, et le lendemain, et le soir même, Verrier est venu parlementer et il y a eu ce qu'on appelle un accord de cessez-le-feu. Et après, les troupes françaises se sont retirées et ont cédé la place à l'armée indigène. Et puis, il fallait faire reposer la troupe et préparer l'avènement et ce qu'on appelle la journée de l'indépendance. Et ça a pris du temps, il fallait faire venir les troupes de partout, reposer les troupes, préparer aussi cette grande fête, une grande fête qui mériterait d'être célébrée dans le monde entier. Comme disait un philosophe arabe, Malek, 1804, ou le cri de 3 continents. C'est le cri de libération de 3 continents. Ça va, l'Asie, l'Afrique et le monde arabe et puis le sous-continent. Et c'est un jour merveilleux, un jour qui n'appartient pas qu'aux Haïtiens. Alors, on peut dire que l'acte a été... c'est-à-dire que la cérémonie officielle s'est déroulée le 1er janvier, mais il y a eu une autre cérémonie à Port-de-Paix avant... Pas à Fort-Liberté, plus exactement le 29 novembre. Pardon, le 29 et... oui, le 29 novembre. Et le 29 novembre, et il y a eu ce qu'on appelle un acte d'indépendance. Mais c'est apocryphe. Je sais que le dernier
espace à être affranchi de l'autorité française a été exactement la zone du Môle Saint-Nicolas. C'est le comte de Noailles qui était dans la zone, qui devait mourir sur son bateau, et ses troupes se sont retirées du Môle Saint-Nicolas, et à Fort-Liberté, on a célébré l'indépendance. Mais ce n'était pas encore un acte officiel. Pourquoi ont-ils choisi le 1er janvier, Pierre Buteau, selon les recherches? Moi, je peux dire qu'une chose. Un mélange de supputation et de logique. Il fallait préparer. Il fallait préparer cette journée parce que il y a l'acte d'indépendance à rédiger, la proclamation de l'empereur, et ensuite faire venir les troupes de l'ouest, du sud, de partout. Et l'Artibonite a toujours été le bastion aussi du mouvement révolutionnaire, du moins depuis l'ouverture. C'est le foyer même de l'ouverture. Et les Gonaïves ne pouvaient être que le lieu fixé pour cette grande fête du 1er janvier 1804. Pourquoi pas Port-au-Prince? Ça aurait pu être à Port-au-Prince, mais Port-au-Prince, c'était un peu éloigné. Et c'était, tu sais, entre Marchand, Henry, c'était la zone de la Révolution aussi, et la zone des officiers noirs et tout. Vous voyez bien, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, Marchand, et la ville était tout près, où Dessalines allait édifier la capitale. C'était pas Port-au-Prince qui était la capitale. Il y a la question de la soupe, de Giromont, ça revient toujours. Probablement, mais moi, vous savez, il faudrait demander et aux ethnologues et aux archéologues. Ça ne relève pas fondamentalement des historiens, même si les historiens se piquent d'ethnologie et même de tout. C'est une discipline totalisante. Mais je peux dire que le Giromont existait. Et sur les places à vivre, là où se trouvait, où on avait donné, et où le colon, chef de l'habitation, responsable de l'habitation, avait octroyé à chaque esclave un petit lopin de terre pour travailler leur terre, se livrer à l'élevage, cultiver les produits vivriers, parce que pour prévenir aussi la famine, en temps de guerre surtout, eh bien, on se livrait à toutes sortes de cultures vivrières, et le Giromont comptait beaucoup dans ce qu'on appelle la production vivrière. Et le colon s'adonnait aussi à ce genre d'alimentation. Et alors, c'est ça. À côté de l'origine de la soupe, il y a aussi le produit qui a donné la soupe, le Giromont. Vous voyez bien. Et c'était une culture très prisée par les esclaves sur les places à vivre. Alors, en ce qui concerne la rédaction de l'acte de l'indépendance, que peut-on dire, Pierre Buteau? Bon, nous connaissons l'histoire. Dessalines qui a invité Charéron à faire un discours, à préparer l'acte d'indépendance. C'était un encyclopédiste, épris des écrits de Rousseau, et qui a préparé un texte assez froid, mais logique, d'une implacable logique et très intéressant. Et c'est dommage qu'on puisse pas faire connaître ce texte à nos élèves, à nos étudiants, pour comparer ce texte avec celui de Bois-en-Tonnerre. Mais Bois-en-Tonnerre était tellement proche de Dessalines par le tempérament. C'est la rencontre du chacal et du renard, disait-on. Et alors, justement, le chacal et le renard s'étaient retrouvés. Il y avait une complicité entre eux. Et Bois-en, je te charge d'exprimer au peuple mes sentiments après la proposition de Bois-en-Canal et surtout après la lecture que Dessalines a trouvé très, très froide, cette lecture. Et ce froid aussi, ce texte, et il a prié à Napoléon, à Bois-en-Tonnerre plutôt, de préparer ce texte. Quel lapsus bizarre. Et voilà. Oui, effectivement, donc l'autre texte était plus... c'est un texte, je vais pas dire normal, mais quand même un texte qui reflétait les idéaux... Plus formel, mais pas assez de chaleur. Ça dégageait pas trop de chaleur du goût de Dessalines. Parce que on disait que Dessalines savait à peine lire et écrire, mais quand quelqu'un passe toutes ces années à lutter, est devenu général de division, prépare une bataille comme celle de Vertières, la conçoit, c'est pas n'importe qui, c'est pas une petite tête. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire surtout, et qui a surtout une perspicacité, une pénétration dans son observation. Voilà,
Et Madiou raconte que souvent, quand il y avait des conseils de ministres, Dessalines était là et écoutait ces jeunes conseillers. Tous étaient jeunes. La révolution est réalisée par des jeunes surtout. Et puis, ils étaient là et Dessalines les écoutait. Et puis après, Dessalines tranchait et disait, voici. Et Madiou disait, le maître tranchait et on appliquait la volonté du maître. Voilà. Donc, Dessalines était un chef, hein. Un vrai. Est-ce qu'on peut dire que la bataille pour la chefferie a commencé dès l'installation de Dessalines Pas sûr. Tout le monde admettait l'autorité de Dessalines. Et on peut dire que ce n'était pas un président démocratiquement élu, mais c'était un président élu par acclamation. Tout le monde réclamait Dessalines. Mais hélas, la politique de Dessalines, l'orientation de Dessalines pour la société haïtienne était contraire aux intérêts particuliers des composantes de la société haïtienne. Et Dessalines est mort seul, même s'il est mort dans les bras de Charéron. Mais il est mort seul. Ça va? Il est mort seul parce que son projet de bâtir un collectif solide contre l'extérieur et pour le collectif haïtien n'avait pas eu l'adhésion de l'ensemble des composantes de la société haïtienne de l'époque. La politique économique de Dessalines a heurté tous les secteurs. La politique sociale de Dessalines heurtait quelque peu l'élitisme de l'ouverturien ou l'élitisme christophien. On se souvient de la parole de Christophe, dommage qu'on ait laissé ce pays à un sauteur. D'accord? Et lui allait imposer une sorte d'élitisme qui est resté ancré en nous jusqu'à date. Et Pétion allait choisir le laisser-grainer, le laisser aller, une république faible, d'accord, et où tout le monde s'enlisait dans des pratiques au gré de ses intérêts personnels. Et finalement, on a hérité de cette république et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, Pierre Buteau, pour revenir sur les Français qui étaient restés sur place, on a eu quand même le massacre des Français. Il y a beaucoup de questionnements autour de cette décision prise par Dessalines. Pourquoi, selon vous, les Français qui étaient restés sur place ne s'étaient pas-ils associés aux nouveaux libérateurs pour former une nation, comme on le voit aux États-Unis, où ce sont les Anglais qui se sont rebellés contre la reine et... Au fait, beaucoup d'entre eux se sentaient déjà haïtiens. Même après quelques jours, même après les quelques jours ayant suivi 1804. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui déjà préparaient le retour des Français. Parce que 1804, pour eux, était inconcevable et impensable. Pas seulement pour la France, mais pour le monde occidental globalement. Ça va, c'était un impensable. Et alors, à partir de ce moment, il y en a qui déjà se préparaient ou préparaient leur esprit. Ils pensaient à un retour des Français pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et œuvraient pour ce retour effectif. Et puis, il y en a d'autres, justement, qui voulaient bien vivre en Haïti et qui avaient des intérêts. Mais, vous savez, Dessalines avait un projet national. Il voulait construire un collectif national. Et là, souvent, les nations se construisent dans le génocide. Compte souvent un corps social. On pense que ce corps social est une entrave, un obstacle à l'épanouissement de tout l'ensemble national. Et je crois que les Français en ont pâti, ont été victimes de cette tendance globale. Et d'ailleurs, les souvenirs récents des atrocités de Rochambeau, et on a retrouvé aussi des papiers où Rochambeau se préparait à éliminer, à massacrer tous les Noirs et tout cela a ravivé la haine contre les Français. Et Dessalines lui-même a dû adhérer à ce projet et l'a porté avec passion jusqu'au bout, jusqu'au 28 avril 1805. Parce que les anti-dessaliniens disent que ça a été une erreur parce qu'on aurait pu tirer l'expérience des Français pour construire ce nouvel État. Dessalines en était conscient et a pu épargner pas mal de Français. Tout comme lors de la guerre du Sud, il a épargné pas mal d'officiers français haïtiens, pardon, de futurs haïtiens, mais de pas mal d'officiers affranchis, dont Bazelet, d'accord,
Et ça a fait l'objet d'un texte d'un des descendants du général Bachelet, Peter Frisch, qui vient de publier un assez intéressant texte à caractère généalogique sur les descendants de la famille Bachelet, Madio et tout. Voilà. Et Dessalines a épargné Bachelet et tant d'autres officiers. Mulâtres. Vous voyez, tout comme il a épargné pas mal de Français aussi. On peut dire que cette décision ne faisait pas l'unanimité dans les rangs de Dessalines. Pas l'unanimité. Pétion, l'équipe de Pétion n'était pas d'accord. Christophe était réticent aussi. Mais plus tard, Christophe allait se révéler comme le plus terrible vengeur de la race que vraiment dans l'histoire de ce pays. Alors, une question que l'on se pose toujours quand vous parlez quand même à des étrangers, comment on a pu assassiner le fondateur de cette nation, celui qui a créé cette nation a été assassiné. On se pose toujours cette question, on ne comprend pas. Parce que sa politique heurtait l'ensemble des intérêts en place. Sa politique économique heurtait les intérêts des Blancs, parce que cette politique économique, cette politique agraire interdisait à tout Blanc de revenir comme propriétaire et à procéder à ce qu'on appelle la suppression juridique du patrimoine colonial, du mode de propriété coloniale. Deuxièmement, il y a la vérification des titres de propriété. Et troisièmement, son refus de donner des terres aux cultivateurs, de parcelliser les terres. Et il voulait une économie forte aussi. Et tout ça a dérangé. Et troisièmement, la contradiction dans sa monarchie. La monarchie n'était pas héréditaire et il y avait ce qu'on appelle la rivalité, la lutte autour de la succession. Et troisièmement, Christophe complotait déjà contre Dessalines et Pétion pensait que Dessalines était un danger pour son groupe social. Bref, c'est un réseau de contradictions qui a emporté notre empereur. Là, vraiment, les étrangers, ils se posent toujours cette question. Oui, mais c'est l'une des plus grandes figures de l'histoire des temps modernes, Dessalines. Énorme. Et tu sais, vous savez qu'on a voulu en faire un film. Il y a Eisenstein, le grand cinéaste soviétique, on a retrouvé dans ses cartons les plans d'un film consacré à Dessalines, après celui de Pancho Villa, parce que pour lui, Dessalines, c'était la référence. Et j'ai l'impression que Castro, la grande figure qui vient de mourir, le leader Maximo, était très séduit par cette figure. Et Castro était très séduit par la figure de Dessalines. Dessalines, il est énorme. Alors, Pierre Buteau, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 1er janvier, nos ancêtres seraient aujourd'hui fiers de nous? Disons, le mot fierté est bien fort, mais disons, c'est pas la faute à Dessalines. C'est pas la faute aux autres. C'est pas la faute à Pétion, c'est pas la faute à Christophe. Mais il faut le dire que la façon dont s'est édifiée la République était contraire aux vœux de Dessalines, de celui de Toussaint et de Christophe. On a vu ce que Christophe a fait de son royaume, mais là, la pédagogie manquait. Et deuxièmement, il faut le dire, la République telle que conçue par Pétion et finalisée par Boyer, eh bien, avait construit une société des plus faibles. Et c'est cette faiblesse nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire une société très peu portée à l'organisation de la production, très peu orientée vers ce qu'on appelle l'amour du travail, la passion du travail, la force de la production de richesse. Tout ça, on est en train de le payer très cher. Et je crois aussi la bêtise de l'occupation américaine. Ça, c'est indéniable. L'occupation américaine a été, comme a écrit Michel Wolff-Trouillot dans son livre Les racines historiques de l'État du Valérien, un désastre structurel. Ça, je crois que plus que 1804, c'est ce désastre structurel qui a marqué Haïti, l'Haïti du XXe siècle. Là encore, la nation est un peu divisée sur cette question, Pierre Buteau. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'occupation a apporté la modernisation, mais une modernisation suicidaire. On ne se modernise pas dans la fragilité. Et on ne se modernise pas dans ce qu'on appelle dans l'entretien de clivage. La modernisation est pour nous tous. Et la modernisation pour tous conduit à la modernité. On a une modernisation limitée à une frange extrêmement limitée de la population. Ça ne peut pas marcher. Alors, on commémore aussi les 200 ans de création du premier Parlement en Haïti.
Et c'était en décembre 1806, il y a eu l'Assemblée constituante qui s'est édifiée contre Christophe, on doit l'admettre, avec pas mal de traficotage. Et Pétion est passé par là. Mais c'était de bonne guerre, comme on dit. Et puis, par la suite, on a eu un parlement recadré en 1807, parce que le parlement dressé contre Christophe était inapproprié au dessein de Pétion et au groupe de Pétion. Et en 1807, on a eu un parlement croupion réduit à sa plus simple expression parce que la présidence se sentait inconfortable. Et en 1816, c'était la présidence à vie et on a eu une constitution, celle de 1816, un Sénat reconstitué. Et après la chute il y a eu ensuite pas mal de parlements sous Boyer, et la dernière en date qui devait emporter Boyer, c'était la chambre de 1843. Et puis finalement, la chute en mars 1843 de Boyer, et alors, il y aura plusieurs autres chambres. Et la chambre qui a conduit à la constitution libérale de décembre 1843 et puis qui a recadré la constitution trop libérale de 1843 qui est devenue la constitution de 1846. Il y a un lien étroit entre ces parlements et les constitutions. Et les constitutions les plus équilibrées ont été produites par des assemblées vraiment équilibrées, stables, profondément marquées par la réalité des choses sociologiques haïtiennes. Tout comme on a eu la toute dernière, la Constitution de 1950, qui était présidée par Dantes Bellegarde, qui a donné la Constitution de 1950, qui a été l'une des plus intéressantes. Et je me dis souvent, et comme certains le pensaient déjà, et après le départ des Duvalier, on aurait dû revenir à la Constitution de 1950 au lieu de nous orienter vers une constituante servie par des gens peu préparés, peu expérimentés, peu pétris de la chose politique et qui nous ont donné une constitution vraiment et à caractère, disons, ils ont sublimé la réalité haïtienne en nous donnant une constitution peu inopérante. Et voilà. Alors, 213 ans après, Pierre Buteau, l'État d'Haïti a été créé par justement cette armée indigène. L'État haïtien aujourd'hui, 213 ans après, n'a pas d'armée. Et ça a été l'une des plus grandes catastrophes de cette transition. Et je dois dire à mes amis Lavalas qu'ils ont commis la plus grosse bêtise de leur histoire. Même le terrifiant Duvalier, exemple négatif à oublier, en dépit de ces débordements dictatoriaux, n'a jamais pensé à éliminer l'armée. Il l'a neutralisée. On aurait pu réformer cette armée. Parce que ce pays doit absolument... Tout pays qui veut construire un État moderne se doit d'avoir une armée moderne, démocratique aussi. C'est ce que je pense. Ça a été la grosse bêtise. Alors, on a vu quand même cette armée a disparu et a été remplacée par des armées étrangères. C'est ça la plus bête, parce que l'étranger a fait beaucoup de bêtises. Hein. Et si on revoit ce qui se passe actuellement dans le monde, on voit que l'étranger ne fait que des bêtises. En Irak, au Moyen-Orient, et ils se sont trompés en Syrie. Ils ont précipité la Libye dans la plus grande catastrophe de son histoire. Et ils sont en train de payer très chèrement cette bêtise-là, avec l'afflux des réfugiés. Ça va. Et ils ne font que des bêtises en Haïti. Et c'est l'occasion pour le dire, le répéter une énième fois, et je crois l'avoir fait sur vos antennes, M. Rothschild François Junior. Basta la MINUSTAH, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle s'en aille. Elle est inutile. Les Nations Unies doivent changer d'orientation, changer de politique. Parce que cette histoire de dépenser beaucoup d'argent en envoyant des armées qui sont des armées d'occupation pour implanter une démocratie, une pensée unique, c'est pas comme ça qu'on construit les démocraties. Et Haïti est en train de le prouver de façon négative en tout cas.
Et la situation dans laquelle on se trouve maintenant, la situation à laquelle on se trouve confronté, ne présage rien de bon. Les 5 années qui vont venir ne vont pas être faciles. Elles vont être encore plus difficiles que les 5 dernières années qu'on a connues. Et c'est surtout les étrangers qui nous ont concocté ces 5 dernières années avec la catastrophe qui a suivi. Donc selon vous, il faudrait réhabiliter les forces armées d'Haïti? Une autre forme d'armée est empreinte de, même si c'est un discours qui est questionnable, de la philosophie des droits de l'homme, d'accord, et empreinte aussi d'une mission, et empreinte plus exactement d'une mission civique, d'accord, un corps de génie, mais une armée aussi, parce que, écoutez, une police ne suffit pas, et il faut aussi une société policée. Et alors, si la société est policée, la police peut faire son travail en toute sérénité. Mais dans tous les armées, dans tous les pays du monde, même les pays les plus solides, même les démocraties les plus solides, vous avez vu qu'ils ont besoin d'une armée. Ça va, l'armée est là pour encadrer la police. Parce que notre société quand même a besoin de discipline sociale. Notre population, plus exactement, a besoin de tant soit peu d'une certaine discipline sociale. Et des gens comme vous et moi, M. Rothschild François Junior, nous ne sommes... Attention, je le dis comme ça, un exemple. Ça va, quand je vois des gens comme nous se livrer à des actes en pleine rue ou violer le sens unique, les règles de la circulation, je me suis dit, cette société a besoin tant soit peu d'une certaine discipline. Eh bien, on a besoin d'une discipline sociale. Attention, pas le bâton, mais les lois. Les lois démocratiquement conçues et démocratiquement appliquées. Donc une armée moderne, une armée démocratique est absolument nécessaire aujourd'hui pour Haïti. Moderne, oui, et absolument, oui, je le crois. Donc moi, c'est un projet que le prochain peut-être président de la République, le prochain gouvernement devrait porter. On devrait prendre une décision en ce qui concerne l'armée, parce qu'il y a de moins en moins de gens allergiques à la question de l'armée aujourd'hui en Haïti. Ils ont vu les résultats. Oui, mais les gens ne savent pas ce qu'ils veulent non plus. Ils disent n'importe quoi. Ce que je sais, c'est pas être pour ou contre l'armée. Il faut construire un ordre politique des plus rigoureux et sérieux et un ordre public aussi, un ordre public qui soit autonome de l'ordre politique. Mais les deux devraient pouvoir être complémentaires. C'est tout ce que je sais. L'ordre public. Parce que ce qui s'est passé, c'est pourquoi les gens pensent revenir à Duvalier, parce que Duvalier avait imposé l'ordre politique et l'ordre politique s'était imposé à l'ordre public. Voilà, l'ordre public s'était inscrit dans l'ordre politique. Ah, si Duvalier était là, tout le monde tape sous main. Non. On a besoin d'un ordre politique pour régler les choses juridico-politiques et on a besoin de l'ordre public pour régler les choses juridico-publiques. C'est tout ce que je sais. Alors aujourd'hui, 1er janvier, selon le CEP, on aura les résultats, la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles le 3 janvier. Et pour vous, Pierre Buteau, comme historien, chercheur, donc vous estimez que l'année qui s'en vient sera un peu compliquée? Si on donne les résultats et que ces résultats n'apportent pas satisfaction à l'ensemble des composantes politiques de l'espace politique haïtien, on aura des problèmes. Et moi, j'ai peur, dans la mesure où la manière dont le CEP a conduit les opérations, je juge cette manière-là questionnable. Dans la mesure où on parle de vérification et on a abouti à une auto-vérification. Un tribunal ne peut pas vérifier. J'ai jamais compris. Moi, écoutez, je parle en tant que profane. Un juge ne peut pas fonctionner sans l'apport de la défense et sans l'apport aussi du procureur. Et aussi des greffes. Il faut toutes les composantes d'un tribunal, plus exactement. Or, ce tribunal s'est livré à une auto-vérification. Ça ne peut aboutir qu'à la catastrophe. Et de plus, s'il y a tous ces problèmes, tous ces obstacles à chaque étape de l'opération, autour d'une machine, autour de bulletins questionnables et tout, mais ouvrez le ventre de cette machine.
apaiser la tension entre les belligérants. Il faut calmer les esprits. Et la seule manière, il faut ramener la confiance. Et comment ramener la confiance? En se livrant à une vérification sérieuse, rigoureuse et absolument impartiale. Ce n'est pas le cas. Bonjour la catastrophe. Parce que d'autres analystes disent qu'on a fait la même chose l'année dernière, ça nous a donné les mêmes résultats. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont pressés et veulent accélérer les opérations. Ils peuvent accélérer les opérations pour avoir le 3, c'était le 29, maintenant c'est le 3. On ne sait pas encore. Et à partir, on ne sait pas qu'est-ce qui sortira de cette affaire-là. Et puis, ça va hypothéquer les 5 années. Voilà. C'est tout ce que je sais. Est-ce que, selon vous, les perdants devraient accepter le verdict des urnes si tout se passe bien, reconnaître la victoire de l'élu? Si tout s'était bien passé, si on avait ouvert le ventre de cette foutue machine qui donne des problèmes depuis plus de 10 ans, ça va. Et procéder à une vérification sérieuse, rigoureuse, je dis le mot honnête, des bulletins et de tous les bulletins et de toutes les empreintes, eh bien, ça aurait été bien. Mais ce n'était pas le cas. Trop d'obstacles à cette vérification et finalement on a abouti, je dois l'admettre, à une farce. La politique est une affaire sérieuse et on ne peut pas demander aux perdants et de les qualifier de mauvais perdants. Maintenant on parle de mauvais gagnants aussi. Parce que la politique, ce n'est pas une partie de domino à la plage. La politique, c'est une confrontation de vision politique, c'est un projet d'organisation de société et chaque parti est porté par une frange de la population, même ceux qui ont été votés ou qui n'ont pas voté. Ça va, ça porte des espoirs, des rêves. On ne peut pas réduire ça à un simple langage de parti de domino à la plage. C'est tout ce que je sais. Certains secteurs soulèvent la question, à savoir, l'année dernière, on a eu ce même problème, le même scénario. Il y a eu des vérifications au CTV. On a dû refaire les élections. Et puis, les résultats, donc, seul Jovenel Moïse qui a eu le plus de scores, il a plus de voix que les autres. Mais le schéma était le même. Jovenel Moïse, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Marie Narcisse. Eh bien, il faut vérifier cette foutue machine. On saura vraiment ce qui s'était passé. Pour terminer, Pierre Buteau, comment vous voyez l'avenir du pays aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour garantir la stabilité? La démocratie ne peut pas fonctionner dans la polarisation. Et le pays aujourd'hui est dans une extrême polarisation. Et on sent que les lignes de front se définissent. Et ce n'est pas bon pour la démocratie et ce n'est pas bon pour Haïti. Quoi faire aujourd'hui? Il faut redevenir sérieux et raisonnable. Merci beaucoup Pierre Buteau, historien, d'avoir été l'invité à notre émission spéciale aujourd'hui et bonne année 2017. Et mes salutations et mes vœux aux auditeurs et auditrices de RFM. Merci. Merci. C'est un plaisir, Rothschild. Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. La reprise est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.